Bienvenue à toutes, bienvenue à tous une nouvelle fois. Hop, je vois que d'autres personnes nous rejoignent. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire de 2025 qui sera donc animé par le réseau Épilepsie de Causes Rares pour cette introduction à 2025. Donc, on a commencé un peu plus tard que les autres années, mais vous aurez d'autres webinaires tout au long de l'année. J'affiche déjà les dates des prochaines sessions. Donc, on en aura un le 22 mai, un le 26 juin, 25 septembre et 27 novembre. Donc, n'hésitez pas à noter les dates. Je les repasserai en fin de présentation. Mais pour ce soir, donc, c'est le réseau Épilepsie de cause rare qui nous présente deux sujets. Nous aurons Madame Lisa Sonsin sur le sujet de est-ce que le psychotrauma module le réseau épileptogène et Monsieur Ionut Flavius Bratu sur le sujet de quelles sont les conséquences de l'état post-critique. Je vais donc leur laisser la main, savoir qui veut commencer d'entre vous deux. En tout cas, vous avez une heure et quart pour traiter ces deux sujets. Bonne présentation à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Lisa Dounia-Sonsin. Je suis psychologue neuropsychologue, docteur en psychologie. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation autour de la question, est-ce que le psychotrauma peut moduler le réseau épileptogène? Cette présentation va être en grande partie, enfin, même complètement liée à mon travail de thèse qui portait sur le trouble de stress post-traumatique dans les épilepsies pharmacorésistantes. Thèse que j'ai effectuée à la PHM, à l'hôpital de la Timone, sous la direction de Fabrice Bartholomé et Sylvane Faure. Donc, pour commencer, l'épilepsie, vous le savez normalement tous, c'est un trouble cérébral. Alors, excusez-moi, juste voilà. C'est un trouble cérébral caractérisé principalement par des interruptions récurrentes et imprévisibles de la fonction cérébrale normale, qu'on appelle crise d'épilepsie. Et on définit une épilepsie pharmacorésistante quand on est face à l'échec d'essais adéquats de deux schémas antiépileptiques tolérés et convenablement choisis et utilisés pour une absence durable de crise. Ma thèse de doctorat, je l'ai effectuée dans la suite des travaux d'Iliana Kodvas, qui a fait sa thèse de psychologie sur la prise en charge des patients avec une épilepsie pharmacorésistante par GSR biofeedback. Et qui a montré justement que par des processus psychologiques, par la gestion du stress notamment, et par des méthodes de régulation émotionnelle et un travail métacognitif, on pouvait aider les patients atteints d'épilepsie réfractaire à contrôler volontairement leur crise. Alors, en effet, l'épilepsie, donc dans l'épilepsie pharmacorésistante, il y a plusieurs comorbidités psychiatriques et les patients qui souffrent d'épilepsie rapporte que c'est le stress, le facteur déclencheur de crise le plus fréquent. Et donc, c'est surtout aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur les aspects psychologiques et notamment le stress associé à l'épilepsie. Alors, avant de commencer, je voulais refaire un point sur comment on peut définir globalement le stress. Alors, il y a plein de façons de le définir, mais j'ai décidé de le présenter comme ça pour cette présentation. Donc, le stress, c'est une réponse physiologique de l'organisme à un environnement qui change. Donc, en fait, on est constamment tous dans une analyse de notre environnement, dans la détection du danger, enfin, de potentiels dangers. Et face à ces dangers-là, on va avoir des réponses physiologiques euh, qui vont nous permettre de nous protéger. Donc, ça, c'est la fonction, en fait, du stress. Et ces réponses physiologiques, bah, comme vous le savez, parce que vous l'avez probablement expérimenté et même souvent, c'est une augmentation du rythme cardiaque, une respiration qui est plus courte, les muscles qui se contractent, c'est de la sudation, etc. Et donc ça, c'est la réponse archaïque du corps pour faire face à un danger. Et on a ces trois fameux comportements qui sont les plus rapportés, enfin qui sont instinctifs face au stress. C'est la règle des trois F, fear, flight, fight. Donc c'est des réponses physiologiques pour nous permettre de fuir, de se défendre ou de s'immobiliser, qui est aussi une réaction du stress, c'est-à-dire de se freezer. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce stress-là, c'est ce qu'on appelle le stress aigu, c'est une réponse physiologique, c'est une réponse au stress, c'est-à-dire on est face à un stresseur, on y répond, et ça nous prédispose à avoir un comportement donné. Et il y a aussi ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire que les stresseurs ne s'enlèvent pas de l'environnement, ils sont maintenus et donc du coup ils nous maintiennent dans un état de stress et donc on est dans un stress chronique qui perdure dans le temps. Et du coup il n'y a pas un retour normal possible.
Et je fais en fait l'analogie avec les ecchymoses, avec les bleus, et c'est parfois intéressant de faire souvent les liens en fait avec des éléments qui sont plus somatiques, parce que quand il s'agit de santé mentale, parfois, ça parle plus quand on fait le lien avec le corps. Ben, le stress, c'est comme quand on se fait un bleu, quand on se fait mal. Si on a un coup, ben, au départ, ça donne une ecchymose qui va être rouge. Et en fonction du temps, la couleur change et puis le bleu disparaît sans forcément qu'on ait grand-chose à faire. C'est pareil avec les émotions. Et bon, là, dans ce cas de figure, notamment le stress, on a une émotion, elle va nous maintenir, elle va nous provoquer des pensées, des sensations et des réponses physiologiques. Et puis, si tout va bien, si tout s'en va, l'émotion, s'abaisse et puis on retourne à un état normal. Dans le cas du stress chronique, on est dans un cas où les stresseurs ne sont pas enlevés de l'environnement et donc du coup on est maintenu dans le stress et peut avoir après développé des symptômes somatiques beaucoup plus larges qui vont des troubles digestifs, aux migraines, des douleurs, etc. Ça va avoir un impact sur l'humeur. Ça va augmenter aussi l'anxiété parce qu'on va être complètement en train tout le temps de détecter autour de nous des potentielles menaces. Et là, en fait, la solution, ça va être soit de retirer concrètement ces stresseurs de notre environnement ou de s'y extraire, soit de faire un travail pour essayer de s'y habituer, pour changer sa disposition psychologique vis-à-vis de la situation, de réévaluer son comportement face à la situation et s'intégrer dans ce qu'on appelle un peu un processus d'intégration de la situation pour plus que cette situation nous fasse peur. Donc ça, c'est le cas pour le stress chronique. Quand on parle de traumatisme psychologique, on parle d'un trouble psychiatrique. Donc c'est une anxiété sévère après l'exposition à au moins un événement traumatique. Et là, c'est quand on est face vraiment à un souvenir qui nous a fait mal, qui nous a blessés, qui a été concrètement tellement grave que là, on en retient une blessure psychique. Et là, encore une fois, je fais l'analogie au corps, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cas où on se fait un bleu et on attend que ça passe quelques jours et ça fait un petit peu mal, mais ça finit par passer. Là, c'est une blessure. On ne revient pas à l'état normal, le souvenir, il est là, il est dans notre tête et on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, c'est de la même manière, si on a une fracture de la cheville, ben, on ne peut pas attendre simplement que ça passe, il faut qu'on aille voir un médecin, il faut se faire soigner, il faut se faire aider. Et là, c'est un peu la même idée. Et si je dis ça, c'est aussi parce que c'est important de comprendre que quand on souffre d'une maladie mentale ou d'un handicap invisible de façon générale, c'est important de rappeler que bah, c'est comme une fracture et que c'est OK s'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Si j'ai une fracture de la cheville, je ne peux pas faire une randonnée de 7 heures. Et donc, c'est un petit peu la même chose avec les troubles psy et que surtout, c'est important de demander de l'aide et d'être aidé pour ça et de se soigner et que c'est tout à fait OK. Donc, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble. Ça se différencie du stress chronique. C'est par rapport à plusieurs points, parce que c'est des symptômes bien spécifiques. On a des symptômes d'intrusion, hein, c'est le souvenir qui revient, le souvenir du traumatisme qui va revenir de façon très intrusive, sous forme de cauchemar aussi, qui va revenir à l'esprit, avec aussi des réponses physiologiques comparables, comme si on revivait un peu l'événement. Quand on a un TSPT, ben, on va peut-être aussi adopter des conduites d'évitement à tout ce qui va être lié au traumatisme. On présente une altération de certains aspects cognitifs, de l'humeur. Euh, on observe aussi une profonde modification dans l'état d'éveil, c'est-à-dire qu'on est hyper vigilant, hyper réactif de façon générale, hein, pas forcément à des souvenirs qui sont liés au trauma, parce qu'on est tout le temps en fait apeuré, tout le temps à la détection du danger. Et ensuite, là, ce sont les critères du DSM-5. La perturbation, elle dure plus d'1 mois, pour parler vraiment d'un TSPT, d'un trouble. Elle entraîne une souffrance significative et un impact réel sur la qualité de vie. Et effectivement, elle n'est pas attribuable à d'autres effets chimiques ou d'autres substances. Alors, en ce qui concerne le psychotrauma dans les épilepsies pharmacorésistantes, alors ça a été les objectifs de ma thèse l'an dernier. Donc, les premiers objectifs ont été d'évaluer en fait la prévalence de l'exposition au trauma et les symptômes de TSPT dans les épilepsies réfractaires, ainsi que la relation temporelle entre l'exposition à un trauma et le développement d'une épilepsie. Le second objectif était de comprendre l'association entre le TSPT et les EPR sur le plan du vécu de la crise, voire de la sémiologie de la crise. De comprendre et de décrire aussi le contrôle cognitif, les aspects cognitifs qui sont associés à la capacité à contrôler ces crises en lien avec, enfin, dans l'épilepsie réfractaire, et de comprendre l'association du coup aussi du TSPT et des EPR sur le plan cérébral.
Alors, le premier point, celui de regarder la relation temporelle entre un trauma et le développement d'une épilepsie, ça suggère la possibilité d'une étiologie traumatique à l'épilepsie. C'est une question qui est plus de l'ordre de l'hypothèse aujourd'hui, mais que je vais un petit peu aborder, euh, et qui concerne un certain aspect de mon travail, et qu'on a appelé en fait l'hypothèse de la psychoépileptogénèse. Les trois autres objectifs concernent plusieurs études qui rentrent dans ce qu'on a appelé le modèle multidimensionnel en fait, du trauma dans les épilepsies, c'est-à-dire à la fois sur le plan cérébral, à la fois sur le plan cognitif et sémiologique. Et donc, on a ces trois aspects-là, l'association entre le TSPT et les EPR sur la sémiologie, la cognition et le cerveau. Il concerne plusieurs études qui ont été publiées, sauf une pour l'instant. Et donc, la sémiologie, la cognition et le cerveau, en sachant que voilà, ces trois aspects, c'est bien enfin, dans la même entité, et que l'idée, en fait, c'est justement de comprendre, en fait, cette interaction-là. Donc, du coup, pour répondre à cette question, est-ce que le trauma module le réseau épileptogène? J'essaie d'y répondre par rapport à ces trois aspects sur le plan sémiologique, cognitif et sur concrètement ce qu'on a observé sur le plan cérébral. Alors, pour commencer sur le plan sémiologique, il y a trois points. Le TSPT peut être dû aux effets traumatiques de la crise. Euh, et est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques du TSPT qu'on ne peut observer que chez les patients qui souffrent d'épilepsie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des modifications cliniques? Donc, la première chose, c'est que 52% des patients qui souffrent d'épilepsie réfractaire présentent au moins une comorbidité psychiatrique. Parmi celles-ci, le trouble anxieux, les troubles de l'humeur, la dépression majeure, et on sait que le stress est le facteur déclencheur de crise le plus rapporté par les patients. Et ils partagent avec les troubles anxieux et dépressifs des liens bidirectionnels qui sont régis par ce mécanisme du stress et qui vont faire que ça va faire varier en fait la fréquence des crises. Quand j'ai commencé de ma thèse, il y avait peu de données sur la prévalence et l'incidence du TSPT dans les épilepsies, donc c'est aussi ça qui a encouragé ce travail. Il y avait quand même notamment plusieurs études qui montraient qu'après une exposition à un traumatisme, le développement d'un TSPT, enfin, il y a plus de risques de développer un TSPT, pardon, après une exposition à un trauma ou après avoir développé un TSPT, il y avait plus de risques de développer une épilepsie. Alors, sur une première étude chez des patients avec une épilepsie réfractaire, on a observé, enfin, des auteurs ont observé que les patients rapportaient significativement avoir été plus exposés à des événements traumatiques dans l'enfance que des participants non malades, notamment des abus émotionnels et des abus sexuels. Et ces patients-là, c'était ceux qui présentaient le plus de comorbidités psychiatriques associées à leur épilepsie que les autres patients. Donc, c'était des premiers résultats qui montrent qu'il peut y avoir une étiologie traumatique aux comorbidités psychiatriques dans l'épilepsie. En ce qui concerne la prévalence du trauma et du TSPT de façon générale, l'incidence de l'exposition traumatique est estimée à 70% dans le monde, 72% en France. En revanche, le développement d'un TSPT est beaucoup moins fréquent, 5,6%. Plusieurs études ont également montré des aspects spécifiques liés au TSPT dans l'épilepsie, notamment que les patients peuvent rapporter avoir été traumatisés concrètement par une crise, parce que la crise s'est particulièrement mal passée ou parce qu'elle a été particulièrement marquante, ou par l'effet répété des crises, ce qui est similaire à ce que je disais tout à l'heure sur le stress chronique, mais qui peut aussi aller plus loin par l'idée du trauma complexe, du trauma répété. Ils ont également rapporté qu'il pouvait y avoir des expériences de reviviscence, des conduites d'évitement, une hypervigilance aux crises qui pouvaient être liées à justement cette crise qui a été traumatisante. Donc c'était quelque chose qui avait été déjà documenté. Ensuite, il y a deux cas cliniques qui sont assez intéressants, qui montrent justement cette imbrication un peu du TSPT avec l'épilepsie, notamment chez un homme âgé de 20 ans qui, après avoir vécu un événement traumatique, a développé tout de suite une anxiété importante, des cauchemars, des épisodes nocturnes, avec des réveils, des automatismes internes de contact et vraiment des symptômes où il revivait vraiment le trauma. Et à ce moment-là, les auteurs ont enregistré en vidéo G des crises du lobe temporal gauche.
Et enfin, chez une autre patiente de 21 ans qui, elle, avait une épilepsie déjà depuis l'enfance, a développé un TSPT suite à une agression sexuelle. Et les auteurs ont observé une modification sémiologique dans ces crises d'épilepsie où elle présentait des reviviscences ictales, où elle revivait l'agression au moment de la crise. Et ils ont observé une propagation entre les réseaux épileptogènes et le réseau du TSPT, le lobe temporal, l'insula et les régions frontales. Donc, dans la première étude qui portait justement sur ces aspects sémiologiques, on a essayé d'étudier un peu ces aspects-là, les comorbidités psychiatriques associées à l'épilepsie en lien avec le TSPT. On a tenté d'évaluer la prévalence du TSPT dans les épilepsies réfractaires, d'explorer différents symptômes du TSPT spécifiques aux épilepsies et d'étudier justement ce lien qu'on peut faire entre un événement traumatique et l'épilepsie. On a inclus 54 patients et 61 participants contrôle à qui on a fait passer un ensemble d'échelles qui évaluent les symptômes anxieux, dépressifs, ainsi que le TSPT. Et ils ont aux crises. Et donc l'idée, c'est que cette échelle, elle évalue si les crises peuvent se déclencher de façon spécifique, c'est-à-dire liées à des aspects traumatiques, si les patients peuvent adopter des conduites d'évitement à tout ce qui peut déclencher une crise, s'ils sont hyper vigilants aux crises, s'ils peuvent avoir des reviviscences au cours de crise et s'ils présentent une forme de détresse en post-ictale. Et donc, pour ce qui est des comorbidités psy, les patients, enfin, les résultats ont montré que les symptômes de TSPT sont effectivement corrélés aux symptômes anxieux et dépressifs, ce qui est normal. Ça correspond à un profil polycomorbide et que les patients qui ont un TSPT rapportent significativement plus de symptômes de dépression. Donc, on peut effectivement dire que l'étiologie traumatique pour les comorbidités psychiatriques serait valable. En ce qui concerne la prévalence, on a estimé chez les patients que les patients avec une épilepsie seraient plus exposés à des événements traumatogènes et ils rapportent significativement plus de symptômes que les deux TSPT que les participants contrôle. 26% des patients qui souffrent d'épilepsie rapportent des symptômes de TSPT, contre 7% chez les contrôles, ce qui est des résultats qu'on retrouve les 7% dans la méta-analyse qui évaluait les traumas sur le plan mondial. Et en ce qui concerne les symptômes spécifiques de la PTSDE, de l'échelle que j'ai mentionnée, effectivement, les patients ont rapporté ce type de manifestations, hein, que leur crise pouvait être déclenchée par des souvenirs, des contextes, des moments de la journée particuliers qui pouvaient être d'origine traumatique, qui pouvaient avoir des comportements d'évitement, des souvenirs, des pensées, et qui pouvaient être hyper vigilants en crise et qui pouvaient aussi avoir des intrusions émotionnelles et des souvenirs traumatiques pendant les crises. Et donc, globalement, toutes ces échelles étaient corrélées, montrant du coup ce profil polycomorbide associé au trauma et à l'épilepsie. En ce qui concerne le lien temporel, 18% des patients avec une épilepsie réfractaire apportent une relation entre un événement traumatique et le développement d'une épilepsie. Alors, est-ce que c'est spécifique à l'épilepsie? On a fait une seconde étude où justement on a essayé d'explorer cette question, parce que les personnes atteintes d'un TSPT ont de toute façon générale plus de risques de développer une maladie chronique, et les patients atteints d'une maladie chronique somatique ont plus de risques de développer un TSPT. Donc, on a essayé d'évaluer la prévalence du TSPT dans les épilepsies par rapport à d'autres maladies chroniques et de voir si les symptômes de TSPT liés à la dynamique épileptique sont associés en fait à la condition d'être malade, à la maladie chronique, ou sont liés à l'épilepsie concrètement. Et donc, on a inclus des patients souffrant d'épilepsie réfractaire, de fibrillation auriculaire et de diabète de type 1. Ils ont passé un ensemble de questionnaires et un entretien. Et on a créé des questionnaires pour ces trois groupes en lien avec le TSPT et les symptômes de la maladie. Et donc, on a observé que les patients avec une épilepsie rapportent pas nécessairement avoir vécu plus d'événements traumatiques que les autres groupes. En revanche, ils rapportent significativement plus de symptômes que de TSPT que ceux qui souffrent de diabète de type 1 et de fibrillation auriculaire. Et donc, quand on regarde les graphiques, globalement, ils rapportent une moins bonne qualité de vie, de plus de troubles. Non, sur le trouble anxieux, il n'y a pas de significativité, mais plus de symptômes de dépression, plus de symptômes de dissociation aussi, et plus de symptômes de TSPT. En ce qui concerne les symptômes qui sont liés à la maladie, les autres malades rapportent les mêmes comportements, c'est-à-dire une hypervigilance aux symptômes, une anxiété anticipatrice,
des phobies interoceptives, une dissociation pendant les épisodes, etc. C'est rapporté, mais ce sont globalement les patients avec épilepsie qui rapportent le plus souffrir de ce type de manifestation. Voilà. Donc, les patients avec une épilepsie réfractaire rapportent avoir été exposés à plus d'événements traumatiques et rapportent plus de symptômes de TSPT que les participants non malades ainsi que ceux qui souffrent d'une autre maladie chronique. Et ils présentent un portée sémiologique associée à la dynamique des crises qui se retrouvent dans d'autres maladies mais qui est majorée dans les EPR. Alors, concrètement, dans l'épilepsie, le TSPT peut se développer à la suite d'une crise d'épilepsie particulièrement marquante ou d'un événement de la vie. Les patients vont développer des symptômes qui sont conformes à ce que je décrivais tout à l'heure sur le tableau du DSM-5, reviviscence, conduite d'évitement, hypervigilance, troubles cognitifs. Et en plus, ces symptômes vont s'associer à la dynamique des crises, où les crises peuvent se déclencher dans un contexte spécifique traumatogène. Les patients vont adopter des conduites d'évitement à tout ce qui peut déclencher une crise et qui va être lié au trauma. Ils vont être hyper vigilants aux crises, à tel point que ça va devenir pénible. Le fait d'être dans cette hypervigilance, ça les met dans un état de détection permanente et donc du coup d'anxiété anticipatrice, je vais faire une crise, etc. Et aussi de développer des phobies interoceptives, c'est-à-dire dès qu'ils vont avoir des sensations un peu corporelles, en avoir peur et se demander si c'est pas une crise qui est en train d'arriver, etc. Et donc il y a tous ces symptômes-là qui vont rendre cette sémiologie plus complexe et plus imbriquée avec l'épilepsie. Et donc, bien sûr, ça va avoir un impact sur l'anxiété, la dépression, la qualité de vie et sur la fréquence des crises. Sur le plan cognitif, on a évalué, on a regardé 3 points. L'aspect du contrôle cognitif et la régulation des émotions qui est associé au TSPT, qui est une littérature assez importante dans le TSPT. Le contrôle de crise et l'épilepsie et le contrôle cognitif, la régulation des émotions. Euh, et le contrôle des crises dans les épilepsies réfractaires. En ce qui concerne le TSPT, le modèle de la régulation émotionnelle et des fonctions exécutives, c'est un modèle qui est lourdement discuté et qui est un modèle un peu majeur pour comprendre le développement et le maintien des symptômes du trouble, hein. Donc c'est l'idée qu'en fait la mémoire, la trace mnésique est tellement forte que le contrôle en fait ne se fait pas normalement. Donc en substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aurait une augmentation en fait, de la cognition fonctionnelle dans les réseaux de traitement de la menace. C'est aussi le socle du réseau de la mémoire traumatique, le cortex cingulé antérieur dorsal, l'insula, l'operculol et les amygdales, évidemment. Et par contre, une diminution dans les réseaux exécutifs, notamment dans les cortex préfrontaux, impliqués dans le contrôle cognitif et la régulation des émotions. Donc, il y aura un renforcement, une persistance de la mémoire traumatique et les circuits de rétrocontrôle seraient compromis. Et en ce qui concerne le contrôle des crises, l'idée, c'est que les patients sont quand même pas capables d'anticiper leur crise grâce aux auras, aux prodromes, à des facteurs prédisposants. Donc, ils vont être justement ce que je dis dans cette détection. Ils vont donc anticiper à la fois les facteurs externes et internes, le corps, et ils vont adopter des stratégies de contrôle ou de prévention pour soit, s'ils le peuvent, réduire la crise, voire l'éviter, ou soit se mettre en sécurité. Donc l'idée, c'est que si on peut faire ça, ça implique des capacités de contrôle et de régulation émotionnelle. Et donc, globalement, on ignore l'implication du contrôle cognitif et émotionnel dans la capacité à contrôler les crises. Comme le contrôle cognitif est compromis dans le TSPT, on peut se dire que le fait d'avoir une épilepsie et un TSPT, ça voudrait dire qu'on aurait plus de difficultés à contrôler ces crises. Et donc, du coup, on a tenté de répondre à cette question. Et donc, pour cela, on a étudié plusieurs aspects, le lien entre le contrôle cognitif et les symptômes de TSPT, et le contrôle cognitif en lien avec le contrôle perçu des crises d'épilepsie. Donc, on a inclus plusieurs patients. On leur a fait remplir un ensemble de questionnaires, dont un questionnaire pour évaluer leur contrôle perçu des crises. Et ils ont participé à 2 tâches qui évaluent les capacités de contrôle attentionnel et les capacités d'inhibition cognitive sur le plan avec du matériel émotionnel. Et donc, les résultats ont montré que les patients avec une épilepsie réfractaire et un TSPT ont de meilleures capacités de contrôle attentionnel, c'est-à-dire qu'ils contrôlent plus, justement. Donc, c'était à l'inverse de l'hypothèse initiale. Et qu'il y a une corrélation entre avec l'inhibition et les temps de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont hyper vigilants pendant la tâche, surtout que c'est du matériel émotionnel.
Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils sont en surcontrôle attentionnel, mais c'est dû à cette vigilance accrue, à cette détection de la menace dont j'ai parlé. Et donc, du coup, ils font plus d'erreurs sur le plan exécutif et donc, ils ont plus d'erreurs d'inhibition. Et donc, c'est l'inhibition cognitive et le contrôle attentionnel étaient corrélés au score qui mesure le TSPT. Le contrôle perçu des patients était positivement corrélé aux symptômes auto-rapportés, c'est-à-dire que plus justement ils arrivent à identifier que leur crise se manifeste dans un contexte spécifique, plus ils sont hyper vigilants, en fait, plus ils ont tous ces symptômes que je décrivais associés aux crises, et plus justement ils sont en contrôle. Donc en fait, l'idée c'est que le contrôle devient aussi pathologique. Et donc, sur les échelles qu'on a fait passer, aussi chez les patients qui souffrent d'une autre maladie chronique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les stratégies cognitives et émotionnelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces pour contrôler les crises d'épilepsie. Et chez les patients qui souffrent donc d'une autre maladie chronique, on a pu observer ces mêmes résultats. C'est les stratégies qui sont les plus efficaces, ce sont les stratégies émotionnelles et cognitives, et que les patients avec une épilepsie sont ceux qui rapportent le moins réussir à exercer un contrôle sur leurs symptômes par rapport aux autres patients qui souffrent d'une autre maladie chronique. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, ça implique la régulation des émotions et globalement, comme les patients avec une épilepsie ont beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de troubles, ils ont plus de difficultés de régulation et donc plus de difficultés à contrôler leurs symptômes que les autres patients. Et c'est les patients avec une fibrillation auriculaire qui rapportent le mieux réussir à réguler leurs émotions et contrôler leurs symptômes. Ah oui, et donc on a fait une régression linéaire qui montre également qu'en présence de tous les autres facteurs, les patients avec une épilepsie rapportent vraiment le plus des symptômes de dissociation, des difficultés de régulation émotionnelle et des symptômes de TSPT liés aux symptômes de l'épilepsie. Et donc, dans l'idée, il y aurait un profil cognitif aussi spécifique associé au TSPT dans l'épilepsie. Et les patients avec un TSPT rapportent ces troubles interpérictaux liés aux crises. Ça module aussi l'aspect cognitif. Et c'est très lié, en fait, à l'hypervigilance, à l'anxiété anticipatoire, phobie interoceptive, en fait, à tout ce qui est lié à la détection de la menace. Donc, c'est en ça aussi que le TSPT module l'épilepsie. Et donc, les régulations émotionnelles jouent un rôle crucial là-dessus. Et quand je parle de régulation émotionnelle, je veux aussi parler de dissociation parce c'est beaucoup le cas aussi dans l'épilepsie, surtout quand il est questions de trauma complexe dans l'enfance, etc. Il y a beaucoup de symptômes dissociatifs dans l'épilepsie. C'est aussi des traumatismes qui sont vraiment liés au corps. Et il y a des auteurs justement qui ont montré que le fait d'être dissocié, c'est associé à une surmodulation et cette surmodulation qu'on a observée, hein, ce surcontrôle attentionnel, c'est tout aussi pathologique qu'un sous-contrôle. Et ça sous-tendrait les mécanismes dissociatifs. Et ces symptômes dissociatifs sont plus sévères chez les patients épileptiques. Et donc, ces dissociations pourraient être associées à l'attention et l'hypervigilance, en fait, constante, divisée, de toujours détecter du danger ou pas vis-à-vis des crises. Donc, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans le modèle aussi par rapport à l'anxiété anticipatrice, la vigilance, etc. Et enfin, dernier point, sur le plan cérébral, donc on a essayé aussi d'observer les différences qu'il peut y avoir sur le plan cérébral pour comprendre l'association de TSPT et EPR. Donc, dans une première étude, on a comparé des patients qui souffrent d'un TSPT et une épilepsie temporale euh, et un TSPT qu'ils ont développé suite à des traumas qu'ils ont vécu dans l'enfance et en comparativement des patients avec une épilepsie temporale temporale polaire interne droit qui déborde un peu sur l'amygdale et la région orbitaire. Et ce cluster métabolique était corrélé avec le TSPT inter et périictal, c'est-à-dire autant l'échelle qu'on a créée, autant l'échelle que mesure le TSPT selon les critères du DSM. Et enfin, on a fait une autre étude, cette fois en SEEG, une étude que j'ai faite avec Sarah Simula, euh,
patients avec une épilepsie temporale avec TSPT due à des traumatismes dans l'enfance et épilepsie temporale sans TSPT. Et on a observé une plus forte connectivité fonctionnelle chez les patients avec un TSPT enfin, dans l'hémisphère ipsilatéral à la zone épileptogène et au contraire une faible connectivité fonctionnelle dans l'hémisphère contralatéral à la zone épileptogène, qui renforce aussi le lien du coup entre l'idée qu'il y aurait une imbrication du TSPT avec l'épilepsie. On a aussi observé une plus forte connectivité chez les patients avec un TSPT dans l'amygdale, l'insula et le cortex orbitofrontal. Et donc, on observe donc qu'il y a aussi des modifications sur le plan cérébral chez les patients qui font d'une épilepsie et d'un TSPT. Euh, euh, et que donc le TSPT dans l'épilepsie serait plus associé à des changements spécifiques des réseaux neuronaux qui impliquent les structures limbiques et paralimbiques. Ça, on le voit en PET, on le voit aussi en connectivité fonctionnelle, où on voit une association, une propagation entre la zone épileptogène et les réseaux associés au trauma. Euh, donc, ça voilà, illustre l'imbrication des processus d'épileptogénèse et psychogénèse chez ces patients. Et donc, j'en viens du coup à cette approche multimodale donc de l'épilepsie et du TSPT, où il y a plusieurs points sémiologiques, cognitifs et cérébral, qui pourraient sous-tendre l'idée qu'effectivement, le TSPT dans l'épilepsie va modifier la sémiologie des crises. Les crises vont être vécues différemment, on va avoir d'autres types de symptômes, des symptômes psychologiques intellectuels aussi particuliers, un profil bien distinct, ce que j'ai présenté plusieurs fois, des différences sur le plan cognitif, une hypervigilance, un surcontrôle qui est du coup lié à ces aspects dissociatifs et cet échec de régulation émotionnelle, et des modifications également sur le plan cérébral, ce qui est bien, ceci suggère du coup bien une association TSPT-épilepsie. Euh, donc voilà, hein, surmodulation émotionnelle, vigilance, dissociation, association entre le réseau de l'épilepsie et du TSPT, et association des symptômes de TSPT avec les symptômes des crises. Donc, il y a un profil cognitif spécifique, des changements, donc ça, je viens de le dire. Et donc, je voulais aborder aussi le point de la psychoépileptogénèse, le lien, en fait, entre la possibilité étiologique du trauma dans l'épilepsie. Alors, l'idée, c'est que, bon, il n'y a pas... donc, je vais y revenir un peu sur cette hypothèse, mais ça reste quand même quelque chose qui est à l'état d'hypothèse. Euh, c'est que ça prendrait un peu aussi tout l'ensemble de cette multidimensionnalité, cognition, modification cérébrale et sémiologie. Et c'est l'idée qu'il y aurait aussi un concept bisdirectionnel, c'est-à-dire qu'un stress intense et répété peut favoriser le développement d'une épilepsie, mais à contrario, un stress intense et unique provoquant des symptômes de TSPT peut aussi modifier plusieurs aspects psychiques et cérébraux associés à l'épilepsie. Il y a plusieurs modèles animaux qui montrent que les voies physiologiques peuvent rendre compte du lien entre le stress et l'épilepsie, hein, c'est les modèles diathèse-stress, même si c'est peu compris. Il y a des données qui suggèrent qu'un stress de la vie précoce peut favoriser le processus d'épileptogénèse dans les modèles Kindling donc chez le rat, et qu'une diminution du taux de BDNF peut favoriser aussi le développement de crises limbiques. L'activation répétée de la mémoire dans le cas du trauma peut créer par propagation euh, une augmentation du CRF qui engendre ensuite une implication épileptique dans l'amygdale et du coup pour expliquer la possibilité qu'une activité épileptique soit à l'origine du stress, d'une peur en tout cas intense. Il faut rappeler que 18% des patients font effectivement un lien entre un trauma et le développement de l'épilepsie. Donc, dans l'idée, la zone épileptogène pourrait être euh, associée due à différents types de mécanismes neurophysiologiques, la pulsation à long terme, le Kindling model, etc., pourrait s'associer aux structures qui sont liées à la mémoire traumatique et pourrait donc rendre compte, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre qu'il y a cette association à la fois sur le plan cognitif et sémiologique. Et donc, les perspectives de recherche dans ce travail, ce serait de valider des outils pour mieux dépister rapidement. Et puis aussi, voilà, ce qu'on fait aussi aujourd'hui, hein, d'en parler et
voilà, de faire connaître aussi ces aspects-là pour pouvoir le dépister rapidement et aussi expliquer cela aux patients. Et du coup, de mieux comprendre aussi, et ça c'est important, les mécanismes cognitifs et cérébraux qui sous-tendent la dissociation, cette hypervigilance, et surtout l'association entre le TSPT et les EPR. Éventuellement, à un moment donné, définir un peu un marqueur attentionnel de la dissociation pour vraiment comprendre et identifier rapidement quand il y a des cas de dissociation. Est-ce que c'est lié au trauma, est-ce que c'est lié à l'épilepsie et comment interagissent les deux pour mieux prendre en charge également. Et donc l'idée aussi qu'on avait proposé dans le cadre de ma thèse aussi, c'est que cet aspect dissociatif est vraiment important au niveau de la régulation des émotions face à des symptômes de TSPT et que bah, le sous-type dissociatif existe déjà dans le cadre du trouble de stress post-traumatique. Il y a aussi la possibilité enfin, on est souvent aussi très dissocié quand on a une épilepsie. Le fait d'avoir le TSPT plus l'épilepsie, ça implique aussi d'autres sémiologie clinique qui montre que la dissociation peut aussi moduler quand même beaucoup de choses sur le plan attentionnel, sur le plan sémiologique. Et je parle aussi de l'implication de l'insula qui est aussi revenue aussi dans les résultats, qui est une structure qui est quand même impliquée aussi dans ses capacités de sensations interoceptives, de métacognition, etc. Donc ce serait intéressant aussi d'aller plus loin sur cet aspect-là de dissociation, régulation des émotions, etc. en lien avec le TSPT dans les épilepsies. Sur le plan de la prise en charge, ben, chez les patients qui souffrent d'épilepsie, il n'y a pas plus de prise en charge psychologique plus spécifique. Ça reste les thérapies cognitives et comportementales, la psychoéducation, le fait d'expliquer aux patients. Bien sûr qu'il faut prendre en compte aussi tous ces aspects-là qui a été effectué et toute la littérature qui existe sur ce trauma. J'ai aussi proposé un modèle qui permet un peu de comprendre aussi, donc justement sur une approche un peu TCCiste, d'aider justement les patients un peu dans cette idée-là, à identifier les facteurs qui déclenchent les crises, à ce qu'ils prennent conscience de cette vigilance qu'ils peuvent avoir au quotidien, de ces anxiétés anticipatrices, de ces phobies, et d'essayer de gérer directement vis-à-vis de ses pensées, de ses émotions, et donc du coup d'essayer de travailler sur une perspective un peu de, TCCIS, de coping en fait directement sur pensée, émotion, comportement pour aussi aider à la prise en charge du TSPT dans l'épilepsie, mais aussi de l'anxiété anticipatrice. Et aussi un autre point important, c'est qu'en dehors du fait de voir un professionnel de santé, psychologue ou psychiatre, pour les patients qui ont un TSPT et une épilepsie, je voulais parler quand même aussi du concept de résilience. Euh, c'est le fait que de vivre avec une maladie chronique de façon générale et l'épilepsie notamment, euh, ça augmente le risque de développer des traumas parce qu'on y est exposé, parce que, comme je disais tout à l'heure quand je faisais l'analogie avec les ecchymoses, là, les bleus, les crises d'épilepsie, si c'est vécu de façon violente, c'est comme si on se prenait des coups un peu de façon répétée. Donc c'est un stress chronique, ça peut même être aussi aller jusqu'au trauma complexe avec des vrais symptômes de TSPT. Mais voilà, la possibilité où les personnes peuvent se rendre compte que ça ne va pas et qu'on peut demander de l'aide, il y a la prise en charge psychiatrique et psychologique, bien sûr. Et il y a une vraie possibilité, ça c'est important de le dire, d'aller mieux et d'aller au-delà de ça. Et donc le concept de résilience, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de vivre une épreuve, de vivre un traumatisme, de vivre des expériences qui sont extrêmement douloureuses, mais d'arriver à continuer à aller de l'avant et à continuer son développement malgré tout. Et il y a aussi la question de la croissance post-traumatique qui va encore plus loin, c'est le fait de justement aller chercher justement dans ces douleurs-ci euh, la force pour pouvoir aussi aller même plus loin que là où on était avant le traumatisme. Et donc là, on parle presque de croissance et on rencontre souvent ces patients-là qui ont vécu des traumatismes, qui vivent avec une épilepsie, mais qui malgré tout, étrangement, enfin pas étrangement non, mais qui en font aussi une force et qui arrivent justement à développer des choses, à en faire quelque chose et donc du coup, non seulement aller mieux, mais en plus à ça. Et donc les grands domaines de la croissance post-traumatique, c'est l'appréciation de la vie, la relation aux autres, l'étayage, l'amitié, l'amour, les relations, le développement d'une force personnelle, des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, de se concrétiser, de faire des choses, en fait, de se remettre en mouvement. Donc, c'est plutôt une forme de philosophie, de spiritualité aussi, hein. Et c'est aussi de sortir de cet état dissociatif de freezing, de je m'immobilise et de se remettre en mouvement et
du coup, d'encourager vraiment les patients à aller là-dessus, même s'ils sont malades, même si tout semble les accabler, de vraiment voilà, les encourager là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et donc, du coup, de prendre en compte, questionner, dépister sur les événements traumatogènes et les symptômes de TSPT dans les épilepsies réfractaires, de faire connaître ces aspects-là et d'aider au maximum les patients avec ce type de troubles sur le plan de la régulation des émotions, de la croissance post-traumatique, etc. Donc, dans le but de mieux accompagner, aider ces patients qui souffrent d'épilepsie et bah, j'espère à terme, de façon générale, les patients qui souffrent de maladies chroniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Yonuts Flavius Brato et je suis en deuxième année de doctorat en neurosciences sous la codirection du professeur Bartholomé et du professeur Trébuchon à Marseille. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'étape post-critique. Et tout d'abord, je vous montrerai une vidéo d'environ 2 minutes et on va voir pourquoi ces vidéos au fil de la présentation. Donc, on va parler aujourd'hui de rythmologie cérébrale, l'étape post-critique, quantification, de la clinique à la recherche et retour à la clinique, et enfin de conclusion, bien sûr. On va commencer avec la rythmologie cérébrale. Tout d'abord, imaginez que l'activité cérébrale, c'est-à-dire les décharges de nos neurones, suit une certaine rythmicité. Lorsqu'on enregistre cette activité par des électrodes placés sur le cuir chevelu, elle peut être représentée graphiquement sous la forme d'un électroencéphalogramme. Donc, ces musiques cérébrales est composée de différents rythmes répartis en plusieurs bandes de fréquences comme θ, alpha, bêta, etc. Quand on fait une crise d'épilepsie, les rythmes cérébraux normaux sont perturbés, comme vous pouvez le voir ici sur ce EEG, où on a une activité synchrone qui apparaît dans les dérivations frontotemporales bilatérales. Et cette activité, bien sûr, aura un corrélat clinique. Et dans ce cas, une posture asymétrique de membre supérieur suivie d'un comportement hypermoteur et de mouvements répétitifs des jambes. Et à partir de là, nous avons déjà la définition conceptuelle de la crise d'épilepsie, c'est-à-dire la présence transitoire des signes et ou des symptômes d'une activité neuronale excessive ou synchrone anormale dans le cerveau. Mais une crise épileptique, ça ne veut pas dire une épilepsie. L'épilepsie est un trouble général, cérébral chronique, caractérisé par une prédisposition durable à des crises d'épilepsie et par ses conséquences cognitives, neurobiologiques, etc. Par contre, la définition de l'épilepsie requiert sur la survenue d'au moins une crise d'épilepsie. On a aussi une définition clinique qu'on utilise dans la pratique, c'est-à-dire une définition opérationnelle. Au mode de crise non provoquée ou réflexe espacé de plus de 24 heures, soit une crise non provoquée ou réflexe, une probabilité de survenue de crises ultérieures au cours de 10 années d'après de au moins 60% comme d'après deux crises non provoquées, soit un diagnostic d'un syndrome épileptique. Mais quelle est l'infrastructure physiopathologique qui sous-entend ces maladies chroniques et l'épilepsie? Les meilleures preuves proviennent des études intracérébrales réalisées chez des patients épileptiques, dont exploration invasive préchirurgicale appelée la stéréoélectroencéphalographie. Ces méthodes inventées par Jean Banco et Jean Talaillac dans les années 60 consistent à implanter plusieurs électrodes intracérébrales, comme vous voyez ici dans l'image à gauche. L'une des premières observations réalisées grâce à ces méthodes a été que l'apparition des signes et des symptômes cliniques était corrélée à l'implication de certaines régions cérébrales dans les décharges électriques. Et on peut schématiser ça avec des corrélations électroanatomocliniques qui suivent une configuration en série ou en parallèle. Il a fallu attendre les années 90 qu'on a eu des analyses plus poussées des signaux ECEG qui permettaient aux chercheurs d'émettre l'hypothèse selon laquelle les activités ictales reproductibles pourraient être générées par des connexions anormales et renforcées entre certaines structures cérébrales organisées en un réseau. C'est sur ces bases-là que l'épilepsie est conceptualisée comme une maladie des réseaux. Mais le cerveau entier peut être envisagé comme une multitude de réseaux interconnectés. Lorsqu'il s'agit d'épilepsie, le professeur Bartholomé a proposé un cadre conceptuel décrivant les plusieurs réseaux, c'est-à-dire épileptogènes, qui sont organisés d'une façon hiérarchique, où on a le réseau de la zone épileptogène, avec des régions cérébrales à plus forte épileptogénicité qui génèrent les crises, et avec des modifications des propriétés d'excitabilité et de connectivité. Après, on a le réseau symptômes qu'on voit dans les crises.
Il comprend des régions moins épileptogènes, avec des propriétés biologiques moins altérées, incapables de générer une crise par elles-mêmes dans des conditions habituelles, et généralement activées avec un certain délai et avec une fréquence de décharge plus basse que dans la zone épileptogène. Et après, on a les réseaux de zones non impliquées. Et l'ensemble de tous ces réseaux contient des nœuds qui suivent une dynamique par rapport à la crise et en transition cohérente d'un stade intercritique, précritique, critique, la crise elle-même, et post-critique après la crise. Mais concevoir l'épilepsie comme maladie des réseaux dépasse la seule notion des réseaux épileptogènes, parce que la zone de réseau de propagation des zones épileptogènes, ils sont connectés de façon privilégiée avec des systèmes physiologiques. Donc, on a la maladie épileptique avec des réseaux épileptiques. On va donc au-delà des réseaux épileptogènes parce que c'est là on provoque des interférences avec des réseaux physiologiques pour la cognition et des réseaux qui donnent enfin des comorbidités psychiatriques. On passe à l'étape post-critique, donc à l'étape après la crise. Les personnes souffrant d'épilepsie ne subissent pas seulement des crises, ils ont subissent aussi une phase post-critique après celle-ci, avec un large éventail de déficits et de troubles avec une gravité et durée de ces symptômes qui peuvent varier selon l'âge, le type de crise et la condition cérébrale sous-jacente. Mais qui est impacté par l'état post-critique? Tout d'abord, le patient lui-même, bien sûr, parce que parmi les troubles post-ictaux les plus fréquents et les plus graves sont les troubles psychiatriques, comme on a la manie, la dépression, la psychose. Et il est important de souligner que la majorité des suicides ou des tentatives de suicide dans la population des patients épileptiques survient lors des épisodes de psychose post-ictale. Mais l'état post-ictal impacte également la famille et l'entourage. En effet, la majorité des comportements violents, soit dirigés, soit opposants, surviennent dans ces périodes post-critiques. Et enfin, l'état post-critique également peut avoir un impact sociétal, à l'échelle sociétale. Ça veut dire que les altérations cognitives et comportementales post-ictales influencent de manière importante, indépendante des autres facteurs, la dépendance du patient sur la sécurité sociale comme la seule source de revenus. Comment on peut définir donc l'état post-ictal? Il existe plusieurs définitions. Je commence avec la définition conceptuelle. Ça veut dire l'état anormal qui existe pendant la période post-critique, qui commence à la fin de la crise et se termine avec le retour à l'état de base. Après, on a la définition fondamentale, désynchronisation des réseaux neuronaux résultant d'un déséquilibre des gradients ioniques transmembranaires. Enfin, on a la définition clinique, avec des manifestations d'altération réversible de la fonction neuronale induite par la crise, sans modification structurelle de ce neuron. Et enfin, c'est la définition unifiée qui va prendre toutes ces informations en compte. Et l'état post-ictal peut être caractérisé du point de vue clinique et du point de vue électrophysiologique. Ici, je vais en nommer les plus importants, peut-être, caractéristiques cliniques, comme les troubles de l'altération de la conscience, la coma, la confusion, le délire, les dysfonctions cognitives, ici, comme troubles de mémoire, de l'attention, les dysrégulations autonomes, comme respiratoires, cardiovasculaires, des troubles psychiatriques aussi, psychose post-ictale, j'ai déjà parlé, catatonie, dépression, mais céphalée, fatigue, paralysie, troubles de langage, et mortalité enfant, mort subite en épilepsie, et la stigmatisation et le chômage. Au méta-analyse a même tenté de quantifier ces manifestations cliniques. Leur durée peut varier de quelques secondes à quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours, semaines et même mois, quand on parle des symptômes psychiatriques. Caractéristiques électroencéphalographiques. Ici, on commence avec la suppression du tracé. Ça veut dire que le tracé a une amplitude, un voltage de 10 microvolts dans les 30 secondes qui suivent la crise pour plus de 2 secondes. Et cette suppression du tracé est présente de 84% des crises et 94% des patients épileptiques. Cette suppression du tracé peut être liée et être ipsilatérale à la localisation du début des crises. Donc, on peut nous dire où est le départ de crise dans l'épilepsie temporale et frontale. Et ainsi, une activité gamma de haute fréquence concomitante peut être associée à des manifestations cliniques. Par exemple, l'immobilité post-critique. En plus, on peut avoir le ralentissement du tracé. Ça veut dire qu'après la crise, sur le tracé, on observe de delta rythmique initial suivi de θ avant un retour de l'activité de base.
Et ce type de changement de tracé présente de 80% des crises. Si on analyse de façon spectrale, de puissance spectrale, de ce type de ralentissement de tracé, on va observer une augmentation globale de la puissance delta dans plusieurs régions cérébrales dans l'épilepsie temporale. Et le même type d'épilepsie, on peut observer une décroissance régionale de la puissance delta dans les régions temporales ipsilatérales, mais augmentation dans les régions frontales. En plus, cette activité delta des régions frontopariétales est associée aux manifestations comportementales induites par la crise. Par exemple, altération de l'activité et de la conscience. Ça, c'est pas une surprise parce qu'on connaît que c'est des cortex associatifs. Après, on a la quantification. Parce que maintenant, on sait ce que c'est l'état post-critique et en quoi il consiste. Cependant, en santé publique en général et dans les interventions en politique de santé, il est essentiel d'aller au-delà de la définition conceptuelle pour aboutir à une définition opérationnelle permettant d'actions concrètes et adaptées. Et pour cela, nous avons recours à des quantifications qui permettent de mesurer objectivement l'état post-ictal. Qui peut faire ce type de quantification de conséquences de l'état post-critique? D'abord, les neurologues en général. Et voici un exemple de quantification de performance de reconnaissance visuelle et verbale dans des tests de mémoire appliqués avant et après une crise dans des différents types d'épilepsie et chez des patients contrôle aussi. Pour les crises de lobe frontal, cette étude n'a montré aucun effet sur la mémoire post-ictale, tandis que la reconnaissance verbale et visuelle est significativement altérée après des crises de lobe temporal. Est lié à la latéralisation du début de la crise. Ça veut dire, quand on a de crise gauche temporale, on a un déficit de mémoire visuelle. Quand on a une crise de côté droite, on a un déficit de mémoire visuelle. Bien sûr, c'est schématique pour ce moment, donc c'était 91, les années 91, subit l'idée que l'hémisphère gauche est dominant pour les langages, donc on va avoir une mémoire visuelle, l'hémisphère droite est corrélé avec le visuospatial, donc mémoire visuelle. Ensuite, comme observé pour la mémoire verbale et visuelle, la latéralisation des crises temporales influence également la récupération des performances en lecture. Et ici, on a la même idée de crise temporale gauche avec une altération plus marquée, avec un temps de récupération supérieur à 5 minutes. Et des crises temporales droite avec une récupération beaucoup plus rapide, en moins de 30 secondes. Mais les conséquences de l'état post-critique peuvent être quantifiées par l'épileptologue aussi. Ici, je me réfère au clinical neurophysiologist, l'EEGiste. Et lorsqu'il s'agit de EEG, l'analyse visuelle permet une quantification des modifications du tracé, bien sûr. Mais on sait que ce type de quantification reste influencé, bien sûr, par des biais liés à l'observateur et à son niveau d'expertise. De dire si c'est delta, c'est pas delta, si c'est atténuation ou pas atténuation, etc. Et le plus important peut-être, parce que le patient est centré dans notre soin, les conséquences de l'état post-critique peuvent être quantifiées par le patient eux-mêmes, l'entourage et les soignants. Et ici, je fais référence aux échelles de gravité des crises, telles que VA, NAS3, HAZARD, etc. Comme vous pouvez le constater dans ces comparaisons ici, l'état post-ictal y occupe une place assez limitée et réduite dans toutes ces échelles. Se concentrant principalement sur des symptômes, s'il n'existe pas, comme céphalée, altération de la conscience, confusion, somnolence. Ici, vous avez un exemple d'une échelle qu'on utilise chez l'adulte, donc qui peut être remplie par le patient eux-mêmes, où on a des questions au type, après une crise, à quelle vitesse pouviez-vous généralement reprendre votre activité en cours? On a le même type de questionnaire, mais chez les enfants, mais cette fois-ci, ça va être complété par la famille, les soignants, l'entourage, par l'enfant lui-même. Et donc, les questions sont modifiées. Après une crise, combien de temps a-t-il fallu à votre enfant pour reprendre une activité normale? Mais la quantification de l'état post-critique est essentielle pour guider, comme j'ai déjà dit, les interventions thérapeutiques ciblées. Bien que les options restent limitées et peu étudiées, certaines approches semblent prometteuses. Notamment, on a les traitements médicamenteux, comme la lamotrigine et levetiracetam, ou les techniques de neuromodulation, comme la stimulation des nerfs vagues ou la stimulation cérébrale profonde. Mais c'est bien pas étudié, peu étudié.
dans la littérature l'impact des différents moyens d'intervention de thérapeutique sur l'état post-critique. Donc, on continue avec clinique, de la clinique à la recherche et retour à la clinique. Comme vous le savez déjà, l'épilepsie ou maladie chronique, généralement traitée par des médicaments antiépileptiques. Cependant, environ un tiers des patients ne répondent pas à ces traitements, ce qui nécessite d'exploration complémentaire, soit-il non invasive ou invasive, pour déterminer si ce type de patient pharmacorésistante peut être candidat à une chirurgie soit palliative, soit curative. Et l'une de ces méthodes d'exploration invasive est le ECG, l'implantation de l'électrode cérébrale, de ce que vous avez déjà parlé. Et les signaux obtenus par le ECG, que vous voyez ici en figure à droite en B, peut être analysé à l'aide de multiples méthodes. L'une de ces méthodes est l'entropie de permutation, qui est une mesure utilisée pour quantifier la complexité ou la désordre d'une série temporale en analysant les relations d'ordre entre les valeurs consécutives du signal. Bref, on analyse la série temporale qui, dans nos cas, est le signal ECEG, et les points temporels qu'on analyse sont des observations. Chaque observation représente l'amplitude du signal. Toutes ces observations vont être ordonnées selon deux paramètres. Dimension d'encastrement, ça veut dire combien d'observations on va mettre dans notre vecteur. 2 aussi 2, 3 aussi 3, et ainsi de suite. Et le décalage, comment on choisit ces observations? Et ça, si décalage est 1, on va choisir de manière consécutive. Première, deuxième, troisième. Ici, vous avez un grand onde. Ou si le décalage est 2, on va choisir le premier, le troisième, le cinquième, et tout ça. Si on applique l'entropie de permutation sur un tracé de ECEG où on a marqué le début et le fin de la crise, nous pouvons observer cette fois-ci sur cette carte colorée à gauche, à droite, désolé, que plus la couleur bleue est foncée dans l'état tic-tac, donc entre onset et offset au début et fin de la crise, plus l'organisation est haute et là, l'entropie est baisse parce qu'on a organisation et entropie, c'est relation opposable. Et en période post-critique, plus la couleur jaune est brillante, plus l'entropie est élevée, donc on a plus de chaos dans l'état post-ictal, bien sûr. Et si nous devions résumer la dynamique de l'entropie, on va avoir un plateau de base. Après, l'entropie commence à diminuer après le début de la crise, atteignant un minimum ictal. Elle commence à monter vers la fin de la crise, atteignant un pic et un plateau qui sont plus élevés que la moyenne de base pré-ictale. Pour quantifier le temps nécessaire de l'entropie du signal ECEG pour revenir à l'état de base, nous avons créé le temps d'altération post-ictale, ou PAT, qui répond à la question combien de temps prend le cerveau pour revenir à l'état précritique. Et ces mesures, donc, vont indiquer la durée de la période post-ictale. Et dans ces cas, est défini comme entre les moments de terminaison de la crise et les moments quand le signal ECEG retrouve une valeur située dans l'intervalle de plus ou moins 2 écarts types par rapport à la moyenne de complexité de base. Et nous avons appliqué ces méthodes de PAT à une large cohorte de 202 patients atteints d'épilepsie focale strictement limitée à un seul lobe, frontal, temporal, pariétal ou occipital. Ici, il y a un petit bémol ou un petit addition où on applique aussi des bilatéraux, bifrontal, bitemporal, bipariétal. Au total, plus de 370 crises focales sans évolution tonico-clonique ont été analysées. En comparant toutes les périodes post-ictales quantifiées par PAT, nous avons observé une variabilité intra- et interpatient, mais aussi intergroupe, frontal, occipital, pariétal et temporal. Les PAT moyens sur toute la cohorte a été de 4 minutes et demie avec un plage allant de 0 à plus d'une heure. Globalement, les crises temporales ont présenté un PAT plus long que les crises extratemporales. Ça veut dire qu'en crise temporale, ils nous prennent une période de 7 minutes et demie pour le cerveau de revenir à son état de base. Par contre, dans les crises extratemporales, le cerveau prend environ 1 minute et demie. La pâte a été aussi plus élevée dans les crises bilatérales, en moyenne de 5 minutes, que dans les crises unilatérales, en moyenne de 4 minutes et demie.
et on n'a retrouvé aucune différence entre des crises gauche et droite. En plus, dans plus de 50% des crises focales, l'EPAT a dépassé la durée ictale. Ce pourcentage a varié de 20% dans les crises pariétales et allant jusqu'à 73% dans des crises temporales. Post-ictalement, on a eu une autre surprise, peut-être une surprise, que dans 18,5% des crises, on était immédiatement suivi d'un retour à la complexité de l'activité cérébrale de base. Ça veut dire qu'en 18,5% de crises analysées, le cerveau est revenu à l'état de base immédiatement après une crise. Donc, les désordres généraux dans le cerveau, dans la complexité, étaient vraiment brefs. Causés par une sclérose hippocampique ont présenté un pas significativement plus haut que dans d'autres pathologies, dysplasie focale corticale, des tumeurs associées à une épilepsie de longue durée, d'autres pathologies. Ici, je mentionne plutôt de cicatrices post-traumatiques, les cavernomes, ou quand la histopathologie était négative. En plus, les valeurs de pâte ont été significativement différentes entre les groupes d'âge, moins de 18 ans et plus de 18 ans, avec des valeurs plus élevées dans les groupes adultes. Ça veut dire que le cerveau prenait plus de temps à revenir à son état de base dans le groupe adulte. Et j'ai parlé des réseaux épileptogènes et des méthodes de quantification. Mais lorsqu'on pense à l'évaluation préchirurgicale, elle ne s'intéresse pas seulement à ce qui est épileptogène, mais aussi à son relation avec les fonctionnels et ce qui est fonctionnel. Comme j'ai mentionné, et c'est bien important, le EZN et PEZN sont préférentiellement connectés avec des réseaux physiologiques. Ainsi, l'objectif de chirurgie de l'épilepsie n'est pas seulement de rendre le patient sans crise, seizure-free, mais aussi sans déficit. Et l'un des zones les plus importantes de cartographie fonctionnelle est la cartographie de langage. Elle doit répondre aux deux questions cruciales, la latéralisation, quel hémisphère est dominant pour le langage, et la localisation, quelles régions sont importantes pour le langage. Ces questions peuvent être abordées en utilisant des arguments cliniques, comme les déficits langagiers post-dictants, des techniques paracliniques, comme le test de VADA, et de techniques électrophysiologiques, comme la magnétoencéphalographie, le CEG, ou d'imagerie, comme c'est l'imagerie fonctionnelle, IRM fonctionnelle. Mais toutes ces cartographies est très important car nous avons observé, euh, bien de l'ancien, que le traitement de langage dans le cerveau dépasse les zones liées classiquement aux productions de la parole et compréhension de la parole, ce qu'on connaît comme Broca et Wernicke. Il existe des cas théoriques qui suggèrent que maintenant on se base sur des connexions de la matière blanche où nous avons deux voies, la voie dorsale pour l'articulation et la voie ventrale pour la sémantique, pour comprendre les sens. Mais en plus de ça, il faut prendre en compte qu'on on a aussi ce qui est en profondeur, les noyaux gris qui participent à toutes ces organisations autotopiques de langage, comme le thalamus, le putamen. Mais pourquoi parler de langage maintenant quand on parle de post-critique? Parce que un des symptômes post-ictaux les plus invalidants est l'aphasie post-ictale. Parce que le patient peut avoir une incapacité de produire ou de comprendre la parole, ou les deux, dans l'étape post-critique. Et si on a démontré qu'on a une mesure de la période post-ictale et une mesure de déficit ictal, de quantifier la phase post-critique, nous pouvons alors quantifier la relation entre la récupération de langage et la récupération de complexité du signal. Et bien sûr, aller au-delà de la recherche au chevet du patient. Et on a analysé des patients explorés en ECEG présentant un trouble de langage post-ictal, bien sûr un trouble qui a été objectivé. Et ici, j'insiste un petit peu sur le testing qu'on fait dans notre centre à chaque 5 minutes en post-critique sur plusieurs domaines langagiers, dénomination, répétition, série automatique, fluence, etc. Et on a pris ces patients, si c'était possible, aussi de crises sans déficit pour pouvoir faire la comparaison dans la même population, crise avec déficit et sans déficit dans ces cartographies post-ictales. En plus, nous avions besoin d'un nombre de références pour la latéralisation hémisphérique, pour le traitement de langage. Et ici, on a considéré ECEG parce que c'était important quand on fait la corrélation de ce qui est important et essentiel dans
le langage, le processing de langage, si on traite tout avec l'hémisphère droit, gauche, ou si cette dominance langagière est partagée. En plus, bien sûr, comme c'était un retour rétrospectif, on a pris en compte la disponibilité des données comme le vidéo SEG, l'imagerie pour faire une certaine partialisation selon les régions, selon un atlas de Virtual Epileptic Patient. Pourquoi? Parce qu'on a analysé la complexité au niveau cérébral entier de tout ce qu'on avait implanté dans le cerveau, au niveau hémisphérique, mais aussi au niveau du canal de ECEG et d'ici au niveau de région. Et les corrélations électroanatomocliniques ont été faits entre la récupération de complexité au niveau d'une certaine région et la récupération d'une certaine fonction. Comme on vous a déjà dit, le testing se fait à 5 minutes, mais bien sûr que ce subdomaine langagier sont testés plusieurs fois, même entre temps. Et on a créé de petites boîtes de 2,5 minutes, 2 minutes et demie, pour avoir plus de granularité dans l'analyse entre les deux concurrences de récupération. Et on a eu une cohorte de 98 patients, la plupart des eux avec un zone épileptogène temporale, la plupart avec une dominance hémisphérique gauche. On a analysé plus de 300 crises, la plupart avec déficit et étant spontanés. Premier résultat, je vais résumer tous ces box plots, parce que dans les patients où on a les deux types de crises, avec et sans déficit, si on compare, dans des crises avec déficit, le cerveau prend plus de temps à revenir à son état de base que dans les crises en aphasie. Et ça, c'était mm, vrai au niveau global, mais aussi au niveau de l'hémisphère dominant, dans ce cas, l'hémisphère gauche, pour ceux qui ont une organisation typique de langage. Donc, hémisphère gauche dominant pour les langages. Et aussi, ce temps de récupération a respecté aussi euh, l'engagement dans un certain réseau épileptogène, soit EZN, donc zone épileptogène, zone de propagation ou zone non impliquée. Et en effet, ce qui concerne les corrélations électrocliniques, nous avons observé que la récupération de la complexité du signal était essentielle pour la récupération de certaines fonctions linguistiques après une crise. Par exemple, on a les dénominations. Pour récupérer totalement la dénomination, on a vu que c'était important de récupérer la organisation, l'entropie dans le péricule frontal, le sillon frontal supérieur et le gyrus temporal moyen partie antérieure. Pour récupérer l'affluence phonémique, l'affluence formelle, c'était essentiel de récupérer la complexité du signal dans l'insulte, etc. Nous avons également observé que lors des crises où, pendant la période post-ictale, les patients récupéraient la répétition et la lecture à haute voix, donc preuve plutôt de production avant la compréhension écrite, preuve plutôt de compréhension, leur voix dorsale, responsable de la production, donc a récupéré avant la voix ventrale, responsable de la compréhension. Donc, fonction corrélée à complexité au niveau de voix. Et enfin, en utilisant toutes les données cliniques recueillies, nous avons créé l'échelle d'aphasie post-ictale, le PAS, pour évaluer l'altération de langage après une crise. Cette échelle comprend 6 critères: dénomination, série automatique, répétition, compréhension verbale et écrite et lecture à haute voix. Chaque item est noté sur l'échelle de 0 à 2. 0, le patient est incapable de réaliser la tâche langagière. 1 est partiellement capable. 2, le patient est capable de réaliser la tâche. Avec un très bon kappa, à 5, à 10, à 15 et globalement un kappa au-delà de 91. Et les scores d'échelle de l'aphasie post-ictale ont montré des corrélations spécifiques avec certaines régions au niveau du timing de récupération. Cela a permis d'observer une progression, bien sûr, passant des régions traditionnellement associées à la production et à la compréhension en premier temps, après compréhension du langage dans le dernier et troisième temps. Pour conclure, l'état postcritale est une entité complexe et hétérogène, largement sous-estimée dans les centres de santé et la recherche actuelle. Une définition opérationnelle de l'état postcritale est essentielle pour mieux l'évaluer et l'aborder. L'entropie de permutation peut offrir une outil pertinente pour estimer la durée de l'état post-ictal. La durée d'altération post-ictale est la plus prolongée dans l'épilepsie temporale. Ça nous fait penser à
ces cohortes entières de comorbidité qu'on observe plutôt dans l'épilepsie temporale, surtout psychiatrique. Et un déficit clinique apparaît lorsque la complexité ne se rétablit pas dans ces régions clés. Je vous remercie. S'il y a des questions, bien sûr, merci à toute l'équipe, à mes mentors et tous les amis qui font partie de ma vie et de mon équipe. Merci beaucoup, Flavius. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là pour ce soir. Donc, comme je vous le montrais en introduction, il y a encore 5 autres dates pour 2025. Donc, le prochain, c'est le 22 mai. Ça sera animé par le réseau Polyhandicap de cause rare. Ensuite, on se retrouvera en juin, en septembre, puis en novembre pour 2025. D'ailleurs, j'ai pas mis les années à jour, mais vous avez saisi le principe. Donc, merci beaucoup à nos intervenants de ce soir. Le replay sera disponible pour une semaine prochaine pour les personnes qui sont inscrites à notre série de webinaires. Et un peu plus tard, nous mettrons en ligne la version sans les questions et sans les interventions, si les intervenants sont d'accord. Si c'est bon pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous souhaiter une très bonne fin de journée. À dans quelques semaines pour le prochain webinaire.